Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes profondément embarrassé par une action que vous avez commise, convaincu que tout le monde s'en souvient, et vous juge pour cela, la réalité est que personne d'autre ne semble s'en rappeler, cette situation gênante qui vous tient éveillé la nuit, où vous revivez chaque détail, ce mot inapproprié prononcé lors d'une réunion, cette chute survenue devant un groupe de personnes, pour vous, ces moments sont gravés dans votre mémoire avec une intensité digne d'un film. Pour les autres, ils n'existent tout simplement pas. Cette déconnexion entre votre expérience intérieure et l'attention réelle que les autres vous accordent n'est pas un hasard. C'est une caractéristique fondamentale du fonctionnement de l'esprit humain, une idée que Carl Jung a comprise avec une clarté à la fois troublante et libératrice. La plupart des individus vivent prisonniers de ce que l'on pourrait nommer l'illusion du projecteur, la croyance qu'un faisceau de lumière invisible suit chacun de leurs mouvements, mettant en évidence leurs erreurs pour que tout le monde les voie. Cependant, la vérité découverte par Jung est bien plus radicale. Non seulement il n'existe pas de projecteur vous suivant, mais personne ne regarde véritablement. Pendant des décennies, nous avons construit notre identité sur une prémisse erronée, la croyance que nous occupons une place centrale dans la conscience des autres. Nous vivons comme si nous étions le personnage principal dans les récits mentaux de nos proches, de nos amis et de nos collègues. Cette illusion, que l'on pourrait qualifier de narcissisme relationnel, imprègne chaque décision que nous prenons et chaque interaction que nous entretenons. Observez votre propre comportement pendant une semaine. Combien de vos choix sont motivés par la question « Que vont-ils penser de moi ?» Depuis la tenue que vous choisissez le matin jusqu'aux opinions que vous exprimez lors d'une réunion, des photographies que vous publiez sur les réseaux sociaux, aux conversations que vous évitez délibérément, en passant par la manière dont vous marchez dans la rue, la rapidité avec laquelle vous répondez aux messages ou le ton que vous adoptez au téléphone, tout cela est influencé par cette audience invisible. La majeure partie de notre énergie mentale est consacrée à entretenir une image qui, en réalité, existe principalement dans notre propre imagination. Nous sommes des acteurs jouant un rôle pour des spectateurs trop occupés à répéter leurs propres prestations pour nous accorder une attention véritable. Carl Jung nommait ce phénomène le regard de l'autre. Mais il ne parlait pas seulement du fait d'être observé, il faisait référence à quelque chose de plus profond. La manière dont nous internalisons les prétendues attentes des autres jusqu'à en faire des chaînes invisibles qui limitent notre existence authentique. La révélation la plus troublante est que, pendant que nous sommes obsédés par l'impression que nous laissons aux autres, ceux-ci sont tout aussi absorbés par leurs propres préoccupations narcissiques. C'est une symphonie de solitude déguisée en connexion sociale. Prenez un moment pour observer votre propre expérience. Combien de fois êtes-vous restés éveillés à analyser une conversation de la journée, vous souciant de chaque mot prononcé, alors que l'autre personne avait probablement déjà oublié cet échange? Cette prise de conscience nous conduit dans un territoire psychologique fascinant. La plupart des individus vivent dans un état d'anxiété sociale permanente, non parce qu'ils sont particulièrement névrosés, mais parce qu'ils opèrent sous un modèle erroné de la réalité interpersonnelle. Ils croient être constamment évalués, jugés, catalogués par une audience qui, en vérité, remarque à peine leur présence. Considérez la dynamique d'un bureau typique. Marie s'inquiète d'être arrivée 5 minutes en retard, persuadée que tout le monde l'a remarqué. Pendant ce temps, Charles est anxieux, convaincu que sa présentation de la veille était un désastre et que ses collègues le jugent incompétent. Anne, quant à elle, évite le déjeuner collectif, certaine qu'on la trouve ennuyeuse. Robert relit obsessionnellement chaque courriel avant de l'envoyer,
de peur qu'un mot mal choisi ne ruine sa réputation professionnelle. La réalité, chacun est si plongé dans sa propre narration d'insécurité qu'il n'a pratiquement pas la capacité mentale de juger véritablement les autres. Marie ne remarque pas que Charles est arrivé après elle. Charles ne se souvient pas des détails de la présentation de Marie de la semaine précédente. Anne est trop préoccupée par sa propre image pour évaluer la personnalité des autres. Et Robert n'a pas le temps d'analyser la rédaction des courriels des autres, trop occupé à peaufiner les siens. C'est un théâtre d'angoisse parallèle, où chaque acteur croit que les autres sont concentrés sur sa performance, alors qu'en réalité, chacun est focalisé sur ses propres répliques et sur le suivi de sa propre prestation. Le public que nous craignons tant est en réalité composé d'autres acteurs tout aussi nerveux, tout aussi distraits par leur propre rôle. Cette dynamique s'intensifie à l'ère des réseaux sociaux, où nous avons créé des plateformes dédiées à alimenter l'illusion que notre vie quotidienne fascine une audience invisible. Nous publions des photographies de notre petit déjeuner comme s'il s'agissait d'un événement culturel majeur. Nous partageons des pensées banales comme s'il s'agissait de révélations philosophiques. Nous documentons chaque moment comme si notre existence était un spectacle que les autres attendent avec impatience. Nous construisons des récits soigneusement édités de nos vies, sélectionnant les moments les plus flatteurs, filtrant les imperfections, créant une version idéalisée de nous-mêmes pour la consommation publique. Et ensuite, nous nous angoissons lorsque cette version fabriquée ne reçoit pas la validation espérée, sans reconnaître que les autres sont tout aussi occupés à construire et à promouvoir leur propre fiction personnelle. Mais voici la première fissure dans cette structure d'auto-illusion. Si vous prêtez vraiment attention à votre propre comportement sur les réseaux sociaux, vous découvrirez que lorsque vous regardez les publications des autres, vous les traitez de manière superficielle et distraite. Un coup d'œil rapide peut être un j'aime automatique et vous passez au contenu suivant. Votre attention est fragmentée, superficielle, constamment divisée. Si votre attention envers les autres est si limitée, pourquoi supposez-vous que la leur envers vous est différente? Réfléchissez à combien de fois vous avez ressenti de la honte pour quelque chose que vous avez dit ou fait, pour découvrir des semaines plus tard que personne d'autre ne s'en souvenait. La racine de cette dynamique réside dans ce que l'on pourrait nommer l'asymétrie de l'expérience intérieure. Vous avez un accès complet à vos propres pensées, insécurité, motivation et contradictions internes. Vous vivez chaque moment de votre journée de l'intérieur, ressentant chaque émotion, chaque doute, chaque espoir, avec une intensité totale. Cette riche vie intérieure vous fait vous sentir comme un personnage complexe et multidimensionnel. Mais lorsque vous observez les autres, vous n'avez accès qu'à leurs comportements extérieurs. Vous ne pouvez pas voir leurs dialogues internes, leurs peurs nocturnes, leurs moments de doute existentiels. Cette limitation perceptive les transforme, dans votre esprit, en personnages plus simples, plus prévisibles, moins captivants que votre propre drame intérieur. La conséquence de cette asymétrie est profonde. Vous surestimez considérablement l'espace mental que vous occupez dans la conscience des autres. Vous supposez qu'ils vous perçoivent avec la même intensité et complexité que vous vous percevez vous-même. Mais la vérité est que, pour la plupart des individus dans votre vie, même ceux qui vous connaissent bien, vous êtes davantage une présence périphérique qu'un centre d'attention. Cette prise de conscience peut être initialement douloureuse. Nous avons construit notre estime de soi sur la prémisse que nous comptons significativement pour les autres. Découvrir que nous sommes en grande partie insignifiants dans leurs univers mentaux peut ressembler à une négation de notre valeur en tant qu'êtres humains. Mais Carl Jung
nous invite à aller au-delà de cette interprétation superficielle. L'insignifiance n'est pas un jugement sur notre valeur, c'est simplement une description précise du fonctionnement de la conscience humaine. Chaque individu est naturellement centré sur sa propre expérience, non par égoïsme, mais par la structure même de la perception consciente. Lorsque vous comprenez véritablement cela, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans votre psyché. La prise de conscience que personne ne se soucie de vous, comme vous l'imaginez, n'est pas une condamnation, c'est une libération. C'est le moment où vous pouvez commencer à vivre depuis votre propre centre de gravité, plutôt que d'orbiter constamment autour des opinions imaginaires des autres. Imaginez un instant ce qui changerait dans votre vie si vous intériorisiez vraiment cette vérité. Quelle conversation auriez-vous si vous ne craigniez pas le jugement? Quel projet entreprendriez-vous si vous ne vous inquiétiez pas de l'échec public? Comment vous habilleriez-vous si vous ne jouiez pas pour une audience invisible? Quelles opinions exprimeriez-vous si vous ne calibriez pas constamment votre image sociale? Cette libération ne signifie pas devenir asocial ou méprisant envers les autres. Cela signifie reconnaître que la majeure partie de l'énergie que vous dépensez à gérer votre image pourrait être réorientée vers des objectifs plus authentiques et satisfaisants. Carl Jung parlait de la mauvaise foi comme de la tendance à vivre selon des rôles sociaux prédéfinis plutôt que d'assumer la responsabilité de notre liberté fondamentale. Lorsque vous comprenez que les autres ne sont pas aussi attentifs à vous que vous l'imaginiez, vous réalisez que nombre de ces rôles sont des performances inutiles pour une audience qui, en grande partie, ne prête pas attention. Le paradoxe le plus beau de cette révélation est que lorsque vous cessez de vous efforcer autant d'impressionner les autres, lorsque vous commencez à agir depuis votre authenticité plutôt que depuis une image projetée, vous devenez réellement plus intéressant et attirant. L'authenticité possède une qualité magnétique qu'une performance soigneusement construite ne peut jamais égaler. Considérez un instant votre propre relation avec l'approbation externe. Combien d'énergie vitale avez-vous investi à maintenir une image que, peut être, personne n'observe aussi attentivement que vous le croyez? La transition de la dépendance à l'approbation externe vers une autonomie authentique nécessite une méthode spécifique, bien que non simpliste. Il ne s'agit pas de développer une indifférence envers les autres, mais de calibrer correctement l'importance de leurs opinions dans votre processus de prise de décision. Le premier pas est ce que nous pourrions nommer un audit de vos motivations. Pendant une semaine, avant de prendre une décision significative, demandez-vous: est-ce que je choisis cela parce que je le veux vraiment ou parce que je pense que les autres l'approuveront? Cette pratique révélera à quelle fréquence vos choix sont motivés par des audiences imaginaires. Le deuxième pas consiste à réévaluer vos peurs sociales. Lorsque vous ressentez de l'anxiété face à une situation sociale, examinez la nature spécifique de cette peur. Craignez-vous vraiment les conséquences objectives d'une possible désapprobation ou simplement le sentiment subjectif d'être jugé? Dans la plupart des cas, vous découvrirez que la peur est disproportionnée par rapport à l'impact réel que la situation pourrait avoir sur votre vie. Le troisième élément est de développer ce que les stoïciens nommaient la dichotomie du contrôle appliqué aux relations. Vous pouvez contrôler votre comportement, vos paroles, vos décisions. Vous ne pouvez pas contrôler les interprétations, réactions ou jugements des autres. Plus important encore, vous n'avez pas besoin de les contrôler. Un exercice particulièrement révélateur est d'observer votre propre niveau d'attention envers les autres pendant une semaine. Notez à quel point vous traitez la plupart des interactions sociales de manière superficielle, à quel point votre esprit revient rapidement à vos propres préoccupations après une rencontre avec quelqu'un.
Quand une personne vous raconte une anecdote personnelle, l'écoutez-vous vraiment avec une attention totale, ou une partie de votre esprit est-elle déjà en train de préparer votre propre histoire à partager? Lorsque vous voyez un couple discuter dans un restaurant, analysez-vous profondément leur dynamique relationnelle ou enregistrez-vous simplement la scène avant de retourner à votre propre conversation? Cette observation vous donnera une mesure plus réaliste de l'attention véritable que vous pouvez espérer recevoir des autres. Or, si votre propre capacité d'attention envers les autres est limitée et constamment interrompue par vos propres pensées, pourquoi attendre des autres qu'ils vous accordent une attention plus soutenue et profonde que celle que vous êtes capable d'offrir? La mathématique de l'attention humaine est implacable. Nous disposons de ressources cognitives limitées et la majeure partie est naturellement dirigée vers notre propre univers interne de préoccupations, projets, souvenirs et anticipations. La pratique la plus transformatrice, cependant, est d'apprendre à trouver votre propre centre d'approbation interne. Lorsque vous intégrez véritablement cette compréhension, vous faites l'expérience de ce que l'on pourrait nommer une reconfiguration existentielle. Le centre de gravité de votre identité passe de la validation externe à la cohérence interne. Ce n'est pas un processus qui se produit du jour au lendemain. C'est une transformation graduelle de votre orientation fondamentale envers la vie. Avant cette compréhension, vous vivez dans un état de vigilance sociale constante. Chaque interaction est un test, chaque silence, un possible signe de désapprobation. Chaque critique, une menace à votre valeur en tant que personne. Votre estime de vous fluctue, selon les vagues de la reconnaissance externe, comme un bateau à la dérive dans une mer d'opinions étrangères. Après avoir intégré cette sagesse, vous développez ce que nous pourrions nommer une stabilité existentielle. Votre sentiment de valeur ne dépend plus de maintenir une performance sociale constante. Vous pouvez vous permettre d'être imparfait en public, car vous comprenez que vos imperfections ne sont pas scrutées avec l'intensité que vous craignez. Cette transformation se manifeste de manière étonnamment concrète. Vous commencez à participer aux conversations par une curiosité sincère, plutôt que par le besoin d'impressionner. Vous prenez des décisions professionnelles basées sur vos valeurs et objectifs réels, et non sur ce que vous pensez que les autres considéreront comme respectable. Vous développez des relations plus profondes, car vous ne dépensez plus d'énergie à maintenir une façade. L'ironie la plus belle est que, lorsque vous cessez de vous efforcer autant de plaire à tout le monde, vous attirez naturellement les personnes qui résonnent avec votre authenticité. Lorsque vous cessez de jouer selon un scénario social prédéterminé, vous découvrez votre propre voie unique. Il existe aussi une dimension de compassion dans cette transformation. Lorsque vous reconnaissez que les autres sont absorbés par leurs propres drames internes, comme vous l'étiez par le vôtre, vous développez une compréhension plus profonde de la condition humaine universelle. Les critiques des autres deviennent moins personnelles, car vous comprenez qu'elles reflètent souvent plus leurs propres insécurités qu'un jugement objectif sur vous. Imaginez ce que ce serait de vous réveiller demain, complètement libre du besoin d'impressionner les autres. Quels aspects de votre vie changeraient immédiatement? Le voyage que nous avons parcouru nous mène à une conclusion que Carl Jung aurait appréciée. La liberté authentique ne naît pas de la connexion, mais de la reconnaissance de notre solitude fondamentale. Lorsque vous comprenez que personne ne se soucie de vous comme vous l'imaginiez, vous ne devenez pas moins humain, vous devenez plus authentiquement humain. Cette compréhension ne nie pas l'importance des relations humaines, mais les replace dans une perspective plus réaliste et paradoxalement plus aimante. Lorsque vous cessez d'attendre des autres qu'ils vous fournissent une validation existentielle, vous pouvez interagir avec eux depuis l'abondance plutôt que depuis le besoin.
Lorsque vous reconnaissez qu'eux aussi luttent avec leurs propres drames internes, vous pouvez offrir de la compréhension au lieu d'exiger de l'attention. La simplicité qui découle de cette révélation est profonde. Vous n'avez plus besoin de maintenir plusieurs versions de vous-même pour différentes audiences. Vous n'avez plus à investir d'énergie mentale, à anticiper et gérer les réactions des autres. Vous ne vivez plus dans l'état d'anxiété constante qui vient de croire que vous êtes constamment évalué. À la place, vous émergez dans une manière d'exister qui est à la fois plus solitaire et plus connectée. Plus solitaire, car vous reconnaissez que chaque conscience humaine est, en fin de compte, une île d'expérience subjective. Plus connectée, car cette solitude partagée devient la base d'une empathie authentique. L'invitation finale est celle du courage intellectuel de vivre selon cette compréhension. Il faut du courage pour abandonner le confort familier de la dépendance à l'approbation externe. Il faut de la discipline pour développer votre propre système interne de valeurs et de critères de succès. Mais la récompense est une forme de liberté que peu d'individus expérimentent. La liberté d'être véritablement vous-même dans un monde qui essaie constamment de vous transformer en quelqu'un d'autre. Carl Jung nous rappelle que nous sommes condamnés à être libres, et cette condamnation inclut la responsabilité de vivre sans les béquilles psychologiques de la validation constante. C'est une liberté terrifiante, car elle implique d'assumer la pleine responsabilité de notre existence. Mais c'est aussi la seule liberté qui vaille la peine d'être conquise. En regardant en arrière sur votre vie, depuis cette nouvelle perspective, vous reconnaîtrez que les moments de plus grande croissance personnelle furent précisément ceux où vous avez agi sans chercher la permission ou l'approbation des autres. Ce furent les moments où vous avez osé être impopulaire, incompris, voire critiqué, au service de quelque chose de plus profond que l'acceptation sociale. La vérité la plus belle de cette compréhension est qu'en vous libérant de la prison des attentes des autres, vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous libérez aussi les autres de la charge de devoir vous valider constamment. Vous leur offrez le cadeau de pouvoir interagir avec vous depuis une authenticité mutuelle, plutôt que depuis des rôles sociaux prédéterminés. C'est la révolution silencieuse que Carl Jung a proposée, non pas changer le monde extérieur, mais transformer radicalement notre relation avec lui. C'est une révolution qui commence par la compréhension simple mais profonde que personne ne se soucie de vous autant que vous le pensiez, et que c'est précisément la clé de votre liberté. Si cette analyse vous a aidé à réfléchir sur votre relation avec l'approbation externe, j'aimerais connaître votre point de vue dans les commentaires. Cette exploration des idées de Carl Jung vous a-t-elle été utile? Y a-t-il un concept qui vous a particulièrement marqué? Votre participation enrichit ces conversations et aide à créer une communauté d'individus véritablement intéressés par une croissance personnelle authentique. Si vous pensez que ce contenu peut bénéficier à une autre personne dans son propre cheminement d'autoconnaissance, je vous invite à le partager. Et si vous appréciez ce type d'analyse profond sur la philosophie appliquée à la vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les futures explorations. Votre soutien permet de continuer à créer un contenu qui honore à la fois la richesse de la pensée philosophique et sa pertinence pratique pour nos vies. Ainsi soit-il.